Penthesilea, c'est une très vieille histoire dans ma vie, puisque c'est un texte que je rencontre grâce à Harry Albrecht, le musicologue disparu récemment. Je suis donc très jeune, j'ai 24 ans, qui me dit voilà Pascal, tu devrais t'intéresser à ce texte. Il m'offre le livre, j'ai rien compris du tout. Et je ne voyais même pas pourquoi Harry avait une idée aussi saugrenue me concernant. Alors je découvre ce texte évidemment en français, dans une traduction extraordinaire de Julien Gracq, qui est la traduction de référence aujourd'hui. Et c'est une langue presque réécrite, quoi. Enfin, c'est pas une traduction littérale, enfin, proche de la structure du texte. C'est non pas une réécriture, bien sûr, mais c'est une sublime traduction, quoi, vraiment. Et alors ce texte, je l'ai lu, relu, comme ça, d'année en année. Et progressivement, je dirais, la substance est devenue nécessaire au fil du temps, mais je le laissais toujours un petit peu à l'écart. L'histoire s'éclaircissait, donc il faut dire que c'est un texte majeur de la littérature allemande, donc de Heinrich von Kleist, réputé pour être absolument immontable au théâtre, parce qu'il y a beaucoup de personnages, puis l'action est très complexe, en fait. Pour la résumer très rapidement, c'est une femme qui tombe amoureuse d'un homme, de façon mais immédiate et fracassante, mais qui ne peut l'aimer que si elle l'a vaincu. Okay, parce que telle est la loi des femmes dont elle est la reine. Lesquelles femmes se sont constituées en tribus, les Amazones, parce que dans un temps très ancien, une de leurs reines a été violée. Donc elles restent entre elles, mais de temps en temps, elles ont besoin de faire, ce qui est dit dans le texte, des moissons d'hommes pour se régénérer en quelque sorte, enfin se reproduire. Donc voilà, nous y sommes. Penthesilea tombe amoureuse d'Achille, mais elle ne peut l'aimer, comme je disais tout de suite, que si elle l'a vaincu. Achille, qui est un malin, lui laisse croire à Penthesilea qu'il a perdu. Donc, Penthesilea, dans le fracas de la bataille, elle est tombée évanouie, elle n'a pas vu la victoire finale, mais elle le croit. Et une fois que Achille a fait son affaire, la réalité lui revient subitement et lui dit « Bon, écoute, en fait, c'est moi qui ai gagné. » Donc, il trahit Penthesilea, mais elle fait pire. Elle trahit son peuple. Elle trahit la loi, qui ne l'autorise pas à aimer celui qui l'a vaincu. Et donc elle n'a aucune échappatoire. Elle dévore Achille et elle se dévore elle-même en quelque sorte puisqu'elle se tue. Pourquoi je me suis intéressé à cette chose que je ne comprenais pas? Au fond, je crois que c'était la question de la violence. Aborder un texte comme ça, c'est se confronter à une violence, d'une cruauté, d'une crudité plutôt, absolument sensationnelle. Je vous rappelle que Penthesilea, littéralement, dévore Achille. Elle l'attaque avec ses dents, elle lui plante dans la gorge ses dents, c'est une dévoration. Ce texte m'a accompagné 30 ans, et un jour il est devenu nécessaire. Mais pourquoi il est devenu nécessaire? Il est devenu nécessaire parce qu'il était devenu terriblement moderne. Et ça, c'est un peu chaque fois l'histoire de mes opéras. Quand tout d'un coup, en quelque sorte, le mythe, puisque là il s'agit quand même d'un mythe, rencontre une actualité féroce, quoi, hein. Que je commence en fait cet opéra en 2011. Hein. Donc on est en plein d'affaires, la Libye, tout ça. Enfin, alors évidemment, je ne traite pas du sujet politique direct, mais c'est une métaphore. C'est-à-dire que cette histoire me permet de regarder au fond, le monde qui m'entoure d'un point de vue très modeste, bien sûr, parce que j'ai pas d'ambition politique, quoi. Enfin, mais
quand même, cette histoire-là, c'est un texte en fait extrêmement féministe et un texte qui parle de la guerre et de la question de la loi aussi, de l'amour évidemment, et qui sont des sujets terriblement contemporains. Je ne fais pas d'historiographie sur la question des mythes. C'est vrai que quand je m'intéresse à Penthesilée, je m'intéresse déjà à une histoire qui est une réécriture, une recomposition d'histoire antique, donc mythologique. Euh, et on sait bien que la mort d'Achille, Achille ne meurt pas comme ça du tout. Enfin, il ne meurt pas dévoré par une femme dans la vraie histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il s'empare du mythe et il en fait une autre histoire à l'aune d'un romantisme brûlant allemand. Enfin, il recontexte complètement son histoire. Pour ma part, quand je m'intéresse à l'histoire de façon effective, c'est-à-dire que je dis, bon, que j'y vais, je le fais, ce truc, je ne cherche pas à réinterpréter l'histoire. Je ne cherche pas à la moderniser, parce que je tiens beaucoup à ce que, pour le coup, l'histoire soit hors temps, parce qu'elle est puissante, l'histoire, si elle n'a pas de temporalité, si elle n'a pas d'époque. Hein, parce qu'à ce moment-là, elle permet d'embrasser à peu près tout le reste et de faire sortir la substantifique moelle de l'histoire elle-même, enfin du mythe lui-même. Le mythe, il est essentiellement une vision du monde toujours réactualisée, toujours réinitialisée, toujours efficiente. Il s'agissait de l'écrire, évidemment, en allemand. Mais de quel allemand s'agit-il? Et ça, c'est là où les difficultés commencent, parce que c'est un très très haut allemand, d'une beauté presque malarméenne. En fait, c'est une langue, non pas obscure, mais qui résiste beaucoup. Quand je me décide vraiment à entrer en composition, je m'assure le concours d'une dramaturge que j'avais rencontrée sur une production à l'Opéra de Berlin, Beate Eckel. Moi, j'avais fait déjà des adaptations. En tout cas, j'étais arrivé à une adaptation moi-même. J'avais réduit totalement l'histoire parce que c'est impossible à prendre l'histoire telle qu'elle est. Ça donnerait un opéra incompréhensible de 30 heures. Beate m'a beaucoup aidé à recomposer l'adaptation, m'a proposé des solutions dramaturgiques nouvelles et surtout, à la question que je lui avais posée, c'est il faut réduire le texte, certes, mais ne jamais toucher la substance. Il faut respecter la langue. Et ça, seule une Allemande comme Beate Eckel pouvait le faire. J'aime que la langue soit une sonorité aussi, et donc comme une instrumentation possible. Je tiens à rester au plus proche de la langue et que la langue soit elle-même le principe intonatif de la musique, quoi. Donc ça veut dire décryptage des accents toniques, tout un travail très technique et qui fait que régulièrement, je prenais l'avion pour aller à Berlin avec mon manuscrit et je solfiais à Beate tout en chantant comme je pouvais et en articulant l'allemand comme je pouvais, puis elle me disait non, là c'est trop court, là c'est trop long, ici il faut faire comme ça, là tu peux pas laisser ça comme ci, et là il faut faire autrement. C'est toujours la question de la métaphore. La musique ne peut pas exprimer une bataille sinon par une allitération musicale un peu premier degré. Mais c'était la question de Monteverdi, par exemple, dans Tancrède et Clorinde, quand Monteverdi naturalise en fait par la musique les bruits des épées en les figurant avec ses archets. Il obtient un moyen dramaturgique qui sert toujours d'exemple. Pour Penthesilée, j'ai toujours gardé l'exemple monteverdien dans la tête. Non seulement à ce niveau-là, d'expression des formes de la vie et de l'amour et de la violence, mais pas uniquement. Après, on sait, avec toute l'histoire de la musique, comment faire. Hein. Pensons à Berlioz, à Mahler. On sait comment provoquer le fracas avec un orchestre. Il y avait dans ce texte des scènes cruciales, par exemple la scène des flèches, qu'il fallait
expressiver, si je puis dire, de la façon la plus claire et sans ambiguïté possible. Donc là, j'ai fait appel à mon ami et collaborateur Thierry Cauduis, qui fait toujours avec moi les parties électroniques de mes opéras. Et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, il faut que le public, pendant quelques secondes, ait l'impression qu'il est assailli par une meute d'archers. Et Thierry a inventé un dispositif très complexe, avec, je crois qu'il y a une soixantaine de haut-parleurs et un spatialisateur. On a trouvé des sons de flèches, des vrais sons de flèches, et on les a sélectionnés une par une et mis en son dans l'espace. Et le moment de la scène des flèches, donc de la bataille, était extrêmement spectaculaire. Les gens faisaient comme ça dans la salle, ils se protégeaient, quoi. Ça dure 20 secondes, ou je ne sais plus, un peu plus peut-être. La vraie question, c'est pas la violence dans Penthesilea, c'est la peine. Voilà, c'est la douleur. Et je me suis demandé comment exprimer l'extrême douleur, sans tomber dans le fracas, quoi. Il ne faut pas confondre l'énergie et la tension. On dit plus en disant moins, en écrivant moins. On peut aller plus loin dans l'expression presque physique, comme ça, de l'affect, en réduisant au maximum. Et quand vous êtes dans cet entre-deux-là, ben vous faites du théâtre. Et ce théâtre-là, il est d'abord de la musique. C'est une équation que je connaissais parce que dans Médéa, au moment du meurtre des enfants, en fait, il ne se passe rien. Voilà. C'est presque comme un silence, quoi. Voilà. Et le meurtre, il y a juste un petit clavecin qui fait quelque chose, quoi. Moi, j'ai totalement baissé la température. Et j'ai pensé, la peine, l'extrême douleur, ce doit être une chanson d'enfant. Pourquoi ? Quand nous avons une peine, est-ce que nous n'avons pas le désir de redevenir tel un enfant ? Et de se réfugier comme ça, au fond, dans l'image de la mère, du père aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'est l'expression de cette... presque de ce retour aux origines? C'est la chanson d'enfant. Et c'est pour ça que Penthesilea commence par une sorte de petit lullaby, comme ça, avec une quinte très douce à la harpe, et que cela devient un leitmotiv dans l'opéra, et de façon à ce que, quand Penthesilea est dans une situation de douleur extrême, cette petite chanson revient, car elle voudrait redevenir tel un enfant. Concernant l'électronique de Penthesilea, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sons. Alors moi, je tiens beaucoup à une électronique, d'abord qui ne soit pas militante. C'est pour ça que je n'utilise l'électronique que dans les opéras, où elle a toujours une fonction dramaturgique. Il m'est arrivé que des gens s'étonnent de l'électronique a posteriori. Ah bon, il y avait de l'électronique? Les gens quelquefois s'en rendent même pas compte. J'aime quand l'électronique, elle est un dispositif mental très humanisé, très effectif au plan lyrique et théâtral. Alors comment je procède? De façon assez simple. Je fais des maquettes moi-même. Je bricole en bas là, avec une machine, et puis je présente ça à Thierry Cauduis, donc, avec qui j'ai fait toutes les électroniques de mes opéras et aussi différentes installations, et qui est la personne aussi, Thierry est la personne qui m'a décomplexé par rapport à tout ça. C'est-à-dire, il m'a appris beaucoup de choses, et il m'a dit, tu sais, mais l'électronique, c'est un laptop, quoi. Maintenant, c'est devenu très simple, en quelque sorte, enfin, en tout cas, de l'envisager. Et donc, on construit les sons ensemble. Je lui dis non,
Il va me chercher des matériaux, il me propose des solutions et moi je choisis, je dis non, pas comme ça, pas comme ça, il faut faire plus aigu, plus grave, là, t'as pas quelque chose d'autre qui pourrait... Et on construit l'électronique comme ça et le dispositif. Après, il m'arrive d'avoir des idées un peu farfelues et je pose toujours la question à Thierry qui me fait, bon, ok, je vais voir. Et il revient toujours avec une solution extraordinaire et c'est comme ça qu'on avance. Dans Penthesilea, il y a la séquence des flèches qui est assez, disons, impressionnante, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, des touches de couleurs, d'électronique pure, il y a des alliages qui sont créés avec l'orchestre, qu'on n'entend pas comme tel, en fait. C'est très fascinant de chercher cet équilibre entre l'orchestre et l'électronique. Après, c'est une électronique très vivante. Thierry est toujours à la table de mixage comme un musicien. C'est pour ça, moi, je le considère, je me bats toujours pour qu'il soit considéré comme un soliste, quoi, parce qu'il a une espèce de génie très particulier à la table de mixage qui fait qu'on obtient cet assemblage très, très particulier.